suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour qu'on puisse faire un petit point sur les lectures que j'ai pu faire au mois de février. Alors, je sais que cet avis lecture arrive très rapidement après le précédent, puisque le précédent sur mes lectures de janvier est arrivé, lui, pour le coup, très tardivement en fait. Je vous l'ai présenté super tard durant le mois de février, je m'en excuse encore. Mais donc celui-ci, finalement, il arrive en temps et en heure, même s'il n'y a pas vraiment de deadline pour ça, mais il arrive en début, milieu de mois, ce qui est ce que je vous fais plutôt d'habitude. Donc, effectivement, les deux avis lecture sont plutôt proches et je m'en excuse, mais j'en profite aussi cependant pour vous remercier de l'accueil que vous avez réservé à cet avis lecture du mois de janvier. Je vous le remets dans le petit i, je crois que c'est de ce côté-là. Je vous le remets dans le petit i. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un avis lecture qui dure 1 heure, effectivement. Il est peut-être un chouïa long, mais voilà, je voulais vous remercier parce que vous avez été... c'est une vidéo qui a été très bien reçue, vous m'avez fait de super retours. Et je suis contente parce que vous savez que c'est des vidéos que j'aime vraiment tourner, consommer. Donc je suis contente qu'elle vous ait plu et j'espère que ça sera la même chose pour celui-ci. Je sais pas, je vais essayer de faire quand même un petit peu moins long qu'1 heure parce que ça reste quand même vachement long 1 heure, on est d'accord? On est d'accord. Mais j'ai quand même 10 lectures à vous présenter que j'ai fait durant le mois de février, donc je suis pas un peu fière, c'est quand même pas mal chouette, même si... oui, bon, on est loin de ce que j'avais prévu de lire durant le mois de février. Si vous allez regarder ma palle, on va dire que c'est là, on va vraiment dire que c'est là. Si vous allez regarder la palle que je m'étais faite pour le mois de février, il y avait un peu plus que 10 lectures et on n'y est pas. On n'y est pas, mais bon, écoutez, voilà. Je suis déjà fière de moi et au final, ceux qui sont passés à la trappe, c'est même pas forcément les plus longs. Donc... Mais je pensais qu'avec ma semaine de vacances, j'allais pouvoir pas mal bouquiner et finalement, comme vous avez pu le voir dans le vlog que je vous ai sorti sur mes vacances, j'ai pas tant bouquiné que ça. Je m'étais prévu quand même une sacrée palle, je trouve, que j'ai pas du tout réussi à terminer, mais c'est pas bien grave. Et au final, j'ai plus kiffé, j'ai plus chillé à fond pendant les vacances et donc du coup, je me retrouve avec des livres non lus. Bref, on va pas s'apesantir plus longtemps sur ça et on attaque tout de suite avec le premier livre que j'ai lu durant ce mois de février. Enfin, quand je dis ce premier livre lu durant ce mois de février, c'est pas forcément le premier que j'ai lu dans l'ordre parce qu'il n'y a pas vraiment d'ordre, je sais plus du tout dans quel ordre je les ai lus honnêtement, mais en tout cas c'est le premier qui est sur ma pile là de livres à côté de moi. Il s'agit de Autre Monde, le tome 2, donc de Maxime Chatham, c'est celui qui s'appelle Malronce. C'est donc une saga ici de dystopie. On est dans un monde post-apocalyptique où une grande majorité des adultes ont juste disparu, comme ça. Disparu. Ils se sont évaporés, on va dire, vraiment. En gros, une grosse tempête est apparue et durant cette tempête, voilà, ces adultes ont disparu et les adultes qui restent sont vachement belliqueux envers les enfants puisque eux, les enfants, à contrario, sont quasi tous restés, sont tous là et donc sont voués à devoir survivre par eux-mêmes avec du coup ces adultes qui leur veulent du mal, qui les recherchent pour vraiment, on ne sait pas pour quelle fin, mais on sait qu'ils les recherchent et que ces adultes sont pris un petit peu de violence extrême, de folie en présence des enfants, donc on ne sait pas exactement pourquoi. Et on va suivre dans cette saga, en tout cas dans le tome 2, l'Alliance des Trois qu'on a vu se former dans le premier tome. Donc l'Alliance des Trois, c'est 3 enfants qui se sont retrouvés et qui vont partir en quête de savoir exactement quel est le but des adultes, sachant qu'on est aussi dans un monde, j'ai oublié de vous le dire, mais... petite anecdote quand même sympathique, où les animaux ont énormément grandi, c'est-à-dire qu'un asticot peut faire la taille d'un bus. Par exemple, c'est pas cool. Mais donc voilà, pour vous donner un exemple. Et donc comme je vous dis, dans ce tome-là, on suit la quête de nos 3 protagonistes, à savoir pourquoi les adultes, ils sont pas très gentils. Et franchement, c'était vraiment très très cool. J'ai passé un super bon moment de lecture. Autant le tome 1, je l'avais bien aimé, mais j'étais pas captée, j'aimais bien, je voulais savoir la suite, sachant que j'ai toute la saga de toute façon dans ma palle. Je voulais savoir la suite, mais j'étais pas forcément en train de me dire « Oh, il faut absolument que j'ai la suite !» Là, à la fin du tome 2, j'étais là « Ok, là, le tome 3 ne va pas traîner très très longtemps dans ma palle, ainsi que le reste de la saga. » Vraiment, c'est très très chouette. En plus, à chaque fois que je vous en parle, vous êtes nombreux à me dire « Oui, tu vas voir, c'est trop bien !» Ok, je comprends, c'était vraiment très très cool. Il se passe énormément de choses, on apprend aussi beaucoup de choses, on découvre beaucoup plus du monde tel qu'il est maintenant dans cet univers-là par rapport au tome 1, où on était sur une île, en fait, l'équivalent d'une île. Non, c'était sur une île d'ailleurs. Et donc c'était très fermé, on connaissait très peu de choses et finalement on découvre le monde avec les yeux de ces enfants que l'on suit, qui eux-mêmes en fait apprennent à connaître le monde tel qu'il a grandi maintenant. Alors comme je vous dis, on a beaucoup de révélations, mais en même temps on a beaucoup de questions qui se posent, qui sont amenées. Donc il y a encore quand même pas mal de zones de flou et je crois que c'est une saga en 2, 3, 4, 5, 6, c'est une saga en 7 tomes. Donc l'auteur a encore plein de choses à nous présenter. Donc voilà, je vais pas rester plus longtemps sur ce tome-là, c'est un tome 2, donc... Si on est en plein milieu de la saga, je vous en parlerai un petit peu au fur et à mesure que je lirai les livres, mais je vais pas trop vous spoiler parce que faut découvrir cette saga. Mais en tout cas, celui-ci, j'ai pas ressenti le fameux syndrome du 2e tome dans une saga. Vous savez, on parle souvent de ce syndrome dans le sens où, en général, les tomes 2 sont un peu moins bons que les premiers et que les suivants.
Là, pas du tout. J'ai trouvé qu'il était très très bon et au contraire qu'il l'encourageait à lire la suite. Donc j'ai très très hâte de découvrir ce fameux tome 3. J'ai ensuite terminé une saga. Wouh, wouh, wouh. Donc j'ai avancé une saga, j'ai terminé une autre saga. Eh ouais. Faudrait pas me la péter, mais bon, quand même. Non, je suis contente parce que à chaque fois que j'avance ou que je termine une saga, je me dis, vas-y, dans ta vidéo saga, tu pourras pas dire, bon bah ça j'ai pas avancé, ça j'ai pas avancé. Là j'ai avancé puisque j'ai terminé Alunia de Thieves, publié ici en poche chez le livre de poche jeunesse que j'ai reçu en service de presse. Merci beaucoup à la maison d'édition. Et c'était trop bien. C'était trop bien. Je vous ai présenté le tome 1 en avis lecture durant le mois de janvier, je crois. Non. Mois de décembre, mois de janvier, j'ai lu le tome 1. Peut-être même au mois de janvier. Donc en fait, j'ai peut-être enchaîné le tome 1 et le tome 2, un mois sur l'autre. Oh, vraiment trop bien. J'ai commencé et terminé la saga dans la même année. Et faudra que je pense au montage à mettre des applaudissements parce que bon, même si vous m'applaudissez dans les commentaires, je vais pas le sentir. Alors que les applaudissements au moment du montage, je serai la mode. Ouais, c'est bon, c'est bon. Merci public, merci. Moi, c'est moi qui mettrai les applaudissements. La solitude. Bref, j'ai donc terminé Alunia, puisque c'est une duologie, donc de Thieves, et c'était absolument génial. Comme le tome 1, je l'ai beaucoup écouté, quasi exclusivement écouté. Je ne l'ai que écouté, en fait. Vraiment, j'y réfléchis au fur et à mesure, et non, je l'ai absolument pas lu en papier, parce que c'est trop petit. C'est trop petit, je déteste la mise en page. En fait, ça vient c'est en grand format, il est publié chez Plume Blanche. Je déteste leur mise en page où ce sont des livres imbuvables. Et autant le livre de poche, vous savez qu'en général, je vous dis que j'aime beaucoup le livre de poche. Ça reste un livre très agréable qui tient ouvert, il n'y a pas de souci. Mais c'est écrit minuscule. C'est écrit minuscule. J'ai l'impression que Plume Blanche leur a dit non, par contre, on rentabilise les pages même chez vous. D'accord, on rentabilise les pages, c'est écrit tout petit. Et je trouve qu'au-delà du fait que ça soit écrit trop petit, c'est pas écrit très foncé. Enfin, je sais pas, je trouve pas ça agréable à lire en fait. Donc, je l'ai écouté. J'avais écouté le tome 1 que j'avais adoré, je vous en avais parlé. Du coup, je vous avais dit que la narratrice, franchement, ça avait été ma meilleure expérience ça avait été ma meilleure expérience d'écoute. Bah écoutez, avec le tome 2, c'est toujours la même narratrice. Donc, ouais, ça s'est confirmé. Ça a été une très très chouette expérience d'écoute. Le tome 1, j'avais beaucoup aimé. Ça a terminé sur un cliffhanger de fou furieux. Bah là, je suis contente parce que on reprend l'histoire pas là où on s'arrêtait. Il se passe un certain temps entre la fin du tome 1 et le début du tome 2. Mais on a beaucoup de choses qui sont amenées. On avait 2 points de vue dans le tome 1. On en a 3 dans le tome 2. Mais le troisième qui s'ajoute, en fait, c'est les 2 même que dans le premier, plus un troisième, est censé, a du sens et a son importance même, je dirais. Donc ça, c'était très très chouette et pas du tout confusant, même à l'écoute. Là où ça pourrait être plus confusant à l'écoute de comprendre quand on passe de point de vue, parce que on nous dit pas en début de chapitre qu'on est du point de vue d'un tel ou de bidule. Mais c'est pas confusant du tout. On s'y retrouve, on découvre tellement beaucoup plus de choses du fait de ce troisième point de vue qui va apporter encore d'autres choses, d'autres connaissances. Ouais, on va ouvrir encore plus nos horizons au-delà des 2 premiers personnages qu'on avait déjà, dont on avait le point de vue, qui déjà apportaient 2 connaissances et 2 points de vue très opposés. C'était vraiment très très chouette, il s'est passé des choses. En fait, la balance de ce livre est ouf. Enfin, c'est-à-dire que t'es toujours en haleine pendant que tu le lis. C'est soit il y a de l'action, soit il y a des révélations, soit tu te dis, attends, je vais respirer un petit peu. Tu sais, des fois tu te dis, attends, là c'est un chapitre où il se passe pas grand-chose. Ça va être la petite pause. En fait, c'est la petite pause pipi. C'est la petite pause pipi entre 2 actions de révélation. Tu te dis, ok, là je peux plus aller faire pipi, je suis prise en otage. Bah, c'était un peu ça. Sauf que je l'écoutais, en fait, j'aurais pu faire pipi en écoutant le livre. Pourquoi j'ai pas fait ça? Je suis con. Je me suis retenue de faire pipi pour toi. Est-ce que je suis toute seule et des fois à me dire non mais attendez, faut que là il se passe trop de trucs dans mes chapitres, j'ai envie de faire pipi, mais j'attends de passer le gros moment d'action, la grosse révélation et ensuite je vais faire pipi. Je suis toute seule ou pas? Dites-moi que vous aussi vous faites ça. Mon dieu, au secours, sinon je suis trop bizarre. Mais enfin bref, c'était vraiment très très chouette. J'ai découvert la plume de l'autrice et j'ai adoré. Dans le même univers, elle a écrit Elvira. Donc Elvira, c'est un personnage qu'on nous présente ici dans ce tome 2 qui est très énigmatique et dont j'aimerais apprendre beaucoup plus de choses. Donc je pense que je vais me procurer Elvira. Alors je crois qu'il est disponible aussi en audio sur Audible, puisque j'écoute tous mes audios sur Audible. Donc je pense que je vais me le tenter en audio. J'ai des crédits en avance, donc ça, pourquoi pas. Mais en tout cas, une très très belle découverte. Je suis très contente. Et du coup, après avoir terminé la duologie d'Alunia, j'ai fortement regretté de ne pas avoir craqué pour la campagne Ulule du Chant des Voiles de la même autrice dont ceux qui ont participé commencent à recevoir les bouquins là au fur et à mesure en ce moment même, et je suis en train de, je regrette tellement parce que j'ai vraiment beaucoup aimé Alunia, c'était vraiment très très chouette, très prenant. Et je me souviens il y avait certains moments que j'écoutais durant des streams, comme ça j'écoutais, je remplissais mes carnets par exemple pendant ce temps là, donc c'était en plus ça me faisait gagner du temps de fou. Mais je me souviens il y a certains moments j'étais en mode
mais non. Et j'arrêtais tout. Et puis vous étiez dans le chat, ceux qui me regardent sur Twitch, vous étiez dans le chat. Oula, il se passe un truc dans ton livre. Et moi je suis là, oui, il se passe un truc de fou furieux. Donc vraiment, c'était très très cool. Je suis passée par toutes les émotions avec ce bouquin. Je vous recommande grandement la duologie. Le tome 2 est beaucoup plus conséquent que le tome 1. Préparez-vous parce que quand j'ai reçu le tome 2, j'étais là, ah oui, d'accord. J'avais pas vu ça comme ça. Eh si, il est plus gros. Mais c'est vraiment, il est plus gros, mais il se passe tellement de choses. Il est vraiment chouette. On aborde plein de sujets. Franchement, je vous le recommande grandement, Alunia. C'est une duologie et j'ai très envie de découvrir d'autres livres de l'autrice. Donc, Elvira, ça c'est sûr. Je sais pas quand, mais je me l'écouterai. Et du coup, Le Chant des Voiles, normalement, il devrait être publié. Enfin, c'est pas il devrait. Il sera publié chez Plume Blanche en édition brochée. J'espère qu'il y aura une version audio aussi parce que les éditions Plume Blanche, vous savez que j'ai du mal, j'ai vraiment beaucoup de mal avec leur mise en page et j'ai pas forcément envie d'acheter le livre papier si c'est pour ne pas le lire. Donc je verrai, j'espère qu'il sortira en audio, ça serait chouette. Mais à mon avis ça sera pas pour tout de suite, donc on verra. Mais en tout cas Alunia, je vous le conseille fortement. Et je suis très contente de l'avoir demandé en service de presse parce que je pense vraiment que si je l'avais pas demandé en service de presse papier, même si j'ai pas lu le livre, je n'aurais pas pris la décision de les écouter. Donc ça m'a permis aussi de me lancer et... je suis trop contente, vraiment, une très très belle révélation. On continue dans les services de presse, toujours en version poche avec le tome 1 de Porcelam. Donc ici, La Voix du Kilin, écrit par Célia Flo, donc le livre de poche jeunesse toujours. Merci beaucoup à la maison d'édition de me l'avoir fait parvenir, mais ça a été un abandon pour moi. Ouais. J'ai abandonné le livre, je sais plus où j'en étais rendue. J'ai dû lire quasi la moitié, je crois, hein, pas loin de la moitié. Et j'ai abandonné parce que ça avait du potentiel, mais... pas pour moi. Je pense que c'est... Après, vraiment, là, vous allez voir, parce que il y a des fois des abandons où je suis en mode, je comprends pas que le livre plaise. Et là, clairement, c'est un abandon de... c'est pas fait pour moi. C'est comment je suis, moi, dans ce que j'aime pas. Ça matche pas. Ici, on est dans un Japon féodal où on va avoir le royaume dans lequel on est. On nous dit pas le mot Japon, on est dans un monde un peu fantasy. On nous dit pas Japon, mais c'est très inspiré du Japon féodal. Où le royaume est découpé en... Enfin, c'est l'Empire, est-ce qu'on nous parle d'un empereur ? C'est un empire, où l'empire est découpé en 5 clans. Donc on a le clan du Kilin, le clan de la tortue, le clan du tigre, le clan du dragon et le clan du phénix. Chacun a un petit peu sa patte, on va dire, leur spécialité. Et dans ce monde-là aussi, chaque humain possède une porcelame. D'où le titre de la saga, n'est-ce pas? Une porcelame, c'est une sorte de statuette que tout à chacun possède et qui représente son âme, vraiment. Donc, si par exemple la statuette est difforme ou a un problème visuellement, c'est que ton âme a elle-même un problème. Et donc, on va suivre ici 3 personnages. On va d'abord suivre du coup au niveau du clan de Kilin, donc en haut. Le clan de Kilin est surtout basé en haut d'une montagne, au niveau d'un sommet, qui est très difficile d'accès. Et pour monter justement là-haut, ça s'appelle déjà la voie du Kilin. Pour monter là-haut, il y a besoin de guides qui pourront vous guider, d'où le nom en fait, pour emprunter les bons chemins, pour éviter de vous perdre, de vous blesser, de tomber, de mourir, enfin bref, des chemins sécurisés. Donc c'est eux qui s'en occupent. Et on va suivre Tomoe. Tomoe, elle, du coup, qui est guide, qui vit dans le temple du Kilin et qui va se retrouver à devoir guider tout un groupe de personnes. Et dans ce groupe, nous avons entre autres Gintaro et Kiyoshi. Gintaro, lui, est le fils de, comment dire... le conseiller de l'empereur au niveau de l'âme. Et ce conseiller, donc le père de Gintaro, a avoué à l'empereur qu'il voyait que l'âme, via la statuette, de sa fille ou sa petite fille était complètement malmenée. La statuette était vraiment dans un sale état. Et donc ce qui montrait, je crois que c'est sa petite fille, que sa petite fille n'allait pas bien, que sa mère n'allait pas, enfin bref, ça va pas. Et du coup l'empereur va charger le père de Gintaro d'enquêter et de faire en sorte que tout le monde aille mieux et que tout se passe bien pour les héritiers de l'empereur. Le père de Gintaro, dont j'ai complètement mangé le nom, dit à mon fils, donc Gintaro, vas-y. Gintaro, il fait ok, mais du coup, il faut que j'aille au niveau du clan de Kilin, parce que c'est dans le clan de Kilin que sont gardées toutes les âmes, machin, je sais pas quoi. Enfin bref, faut qu'il y aille, ok, faut qu'il y aille. Et donc, comme ça pue un peu du cul, que tout seul, il est un petit peu, wow, je le sens pas trop, il va demander à Kiyoshi, donc Kiyoshi qui est un Ronin. Un Ronin, qu'est-ce que c'est? Vraiment, c'est un je sais pas, vous commencez peut-être à comprendre pourquoi j'ai abandonné ce bouquin. Kiyoshi, c'est un Ronin. Un Ronin, c'est un samouraï, donc tout le monde voit à peu près ce que c'est qu'un samouraï. C'est un samouraï qui n'a pas de maître, puisque dans le Japon féodal, ce qu'on appelait un samouraï, c'est du coup un guerrier, un soldat, on va dire,
c'est pas un tueur à gages parce que c'était pas forcément pour tuer, mais c'était un soldat qui était sous le commandement d'une personne. Il appartenait en fait vraiment à quelqu'un. Il prenait ses ordres de quelqu'un. Un Ronin, c'est un samouraï qui n'a pas de maître, donc il fait ce qu'il veut concrètement. Il n'a pas à répondre à une personne. S'il a envie de prendre des ordres de quelqu'un, il le fait. S'il a envie de lui dire merde, il dit merde. S'il a envie de se mettre à assassiner tout le monde, il s'en fout. Il va pas blesser l'honneur et foutre dans la merde la personne à laquelle il répond. Vraiment, un Ronin est libre. C'est un samouraï libre en fait concrètement. Mais c'est très mal vu par la société parce que c'est un paria. Donc on va voir Kiyoshi qui va être engagé par Gintaro et tous les deux vont vouloir monter du coup au niveau du temple de Kilin et vont être guidés par Tomoe. Et il se trouve que cette montée va pas se passer comme prévu et parce qu'ils vont quand même arriver au niveau du temple de Kilin, ils vont faire une découverte à laquelle ils ne s'attendaient pas et ce qui va tout chambouler. Je vais m'arrêter là au niveau du résumé puisque c'était déjà assez fastidieux à vous faire et en gros le pourquoi du comment j'ai abandonné. Vous l'avez peut-être un petit peu senti dans mon résumé un peu hasardeux, il y a beaucoup trop d'informations, beaucoup trop d'informations. Et je me perds, et c'est là que je vous dis que c'est vraiment propre à moi, c'est que quand il y a trop d'informations, que ça soit de noms de lieux, de noms de gens, de noms de clans, de noms de bidules, de machin, de trucs, j'ai tendance à me perdre. Moi, vraiment, je sais plus comment je m'appelle ou arriver au bout d'un moment. Et le livre est pourtant pas très gros, il fait 400 pages peut-être, quelque chose comme ça. À peine 400 pages. Et arrivé à même pas 200 pages, j'étais déjà en train de me dire, alors attends, lui, c'est qui? Lui, c'est lui, d'accord? Et lui, il répond aux ordres de un tel, d'accord? Et un tel, lui, c'est quoi son but? Le but de un tel, c'est ça. Mais en même temps, il y a Micheline, elle, c'est ok par rapport à lui, d'accord? Et Micheline, elle veut ça. Ouais, mais du coup, la volonté de Micheline va pas avec la volonté de un tel. D'accord, mais un tel, on s'en fout, il est pas là parce que c'est bidule. Enfin bref, vous avez compris, je vais pas vous faire tout un dessin. C'était complètement confusant, je me paumais tout le temps. Et à chaque fois que je m'arrêtais de lire, que je reprenais le livre le lendemain ou le surlendemain, j'étais là. Alors attends, j'en étais où? Et j'aime pas quand ça me fait ça, j'ai pas envie de passer 2-3 minutes à me dire, alors attends, j'en étais où? C'était quoi l'histoire? C'est pas normal, c'est pour moi, c'était pas clair, clairement vous comprenez. Et en plus, à chaque fois que j'ouvrais le livre, alors que ça soit à n'importe quelle heure de la journée, vraiment ça me le faisait, à chaque fois que je prenais le livre, je m'endormais. Enfin vraiment, il était soporifique pour moi. Et c'est pas qu'il se passe rien, parce que vraiment, il se passe des choses. Et c'est ça qui a fait que j'ai hésité à abandonner, que je suis allée aussi loin, parce que il se passe des choses, il y a des révélations, l'univers est vraiment chouette, le contexte est très cool, et c'est ça moi à la base qui m'avait attiré, c'était ce côté fantasy dans un Japon féodal. Pour moi, tout était réuni pour que ça me plaise, tu vois. Ah non, il y avait trop d'éléments, j'étais paumée vraiment. Et je trouve ça dommage parce que je pense vraiment qu'il a du potentiel et qu'il pourrait plaire, qu'il pourrait trouver son public, mais ça ne l'a pas fait pour moi. Donc si pour vous, on vous dit Japon féodal avec un côté de fantasy, ça vous donne envie, déjà tant mieux parce que on est pareil, mais que vous n'avez pas peur justement d'avoir plein d'éléments comme ça, de vous faire un peu inonder de trucs, vraiment allez-y parce que c'est haletant, il se passe des trucs, c'est cool, mais... Ouais non, moi j'étais paumée, j'en pouvais plus vraiment. Puis en plus je vous disais ça, je m'endormais, j'étais là, mais même en lisant une vraie scène d'action, je m'endormais dessus. J'étais là, oh, c'est pas normal, c'est que j'étais vraiment pas prise dedans. Donc bon, ça a été un abandon pour moi. J'espère qu'il trouvera son public, mais bon, c'est pas moi. Ensuite, je vais passer rapidement puisque c'était le plus petit livre de ma palle et en plus c'est un collectif puisqu'il s'agit d'un recueil de nouvelles. Il s'agit de 13 à table, donc écrit par 15 auteurs. C'est le livre à l'occasion, qu'on a en chaque fin d'année pour relever des fonds pour les Restos du Cœur. Donc ici nous avions, je vais vous donner les 15 auteurs puisque peut-être certains des auteurs vont vous parler. D'ailleurs dites-moi en commentaire si dans les auteurs que je vais vous citer vous en avez lu certains ou en tout cas vous en avez certains dont vous connaissez le nom et pour lesquels vous êtes tentés. Nous avions donc dedans Philippe Besson, Michel Bussy, Maxime Chatham, François Despenoux, Lorraine Fouché, Karine Gibel, je sais toujours pas, on m'a dit comment prononcer son nom, je sais déjà plus, Raphaël Giordano, Philippe Jaénada, Alexandra Lapierre, Cyril Lignac, je vais vous dire pour Cyril Lignac, mais c'était pas une nouvelle, Agnès Martin-Lugan, Romain Puertolas, Tatiana de Ronet, Leila Slimani et Franck Tillier. Donc on a quand même du bon monde parce que sur la quinzaine qu'on a ici, j'en connaissais peut-être la moitié. Et dans la moitié que je connaissais, il y en avait peut-être la moitié encore, donc un quart au total que j'avais lu, je pense. Donc ça va, sachant que Cyril Lignac, on va dire que je le connaissais et que j'avais lu parce que j'ai déjà vu des émissions de télé dans lesquelles il apparaît. Parce qu'en gros, je vais vous le dire tout de suite, c'est pas une nouvelle lui qui l'a écrit, c'est une recette. C'est une recette parce que le thème ici, en fait tous les ans vous avez un thème qui est donné pour ce recueil de nouvelles et ici le thème c'était j'ai 10 ans puisque c'était les 10 ans de ce concept. Donc c'était j'ai 10 ans et Cyril Lignac nous sort la recette qui l'a marqué, sa recette d'enfance en fait. Donc voilà, donc c'est marrant. Moi j'ai trouvé ça sympa, ça va dans le thème et puis c'est sympa.
Donc je vais aller très vite parce que c'est 15 nouvelles qui font vraiment très peu de pages. Il fait 250 pages en tout, donc divisé par 15, vous voyez, ça fait des vraiment très courtes nouvelles. Vraiment il y avait de tout. Le thème j'ai 10 ans, ça commence par des nouvelles un peu tristes honnêtement, donc je me suis dit oh punaise, si c'est ça tout le long, grosse ambiance quoi, sachant que je le lisais pendant mes vacances, enfin je l'ai commencé pendant mes vacances, je me suis dit oh, je suis en vacances, j'ai pas envie de lire un truc triste, enfin vous verrez après, de toute façon j'ai lu un truc triste de toute façon pendant mes vacances, bref. Mais au final c'était très cool, ça commençait par des nouvelles assez tristes, ensuite il y en avait des complètement what the fuck, il y en avait des sympas, il y en avait des marrantes. Celle qui m'a le plus marqué au niveau what the fuck, c'est qu'on va en avoir une, je crois que c'est celle de Raphaël Giordano, je suis plus trop sûre, j'ai peur de dire une bêtise. Mais en tout cas on est du point de vue d'une machine à laver. Nous sommes une machine à laver qui a 10 ans, qui commence à être obsolète, qui a du mal à faire ce pourquoi elle est programmée, c'est-à-dire la lessive, et qui va nous raconter comment elle a vu grandir son propriétaire, qui était un jeune homme célibataire, qui ensuite s'est mis en couple avec une jeune femme, qui ensuite est devenu papa, et voilà, qui l'a vu grandir, on va dire, qu'il l'a vu évoluer, et le tout du point de vue de cette machine à laver, qui s'entend très bien avec le lave-vaisselle, mais qui trouve en même temps que les enfants de son propriétaire sont quand même vachement bruyants par rapport à elle, son programme silencieux. Enfin, c'était très drôle, vraiment, c'était sympathique. Donc tout ça pour vous dire que vraiment il y avait de tout. Il y avait des nouvelles beaucoup plus tristes. Il y a une nouvelle, je sais plus laquelle c'est, je sais plus de qui elle est, qui était très triste, qui parlait de réfugiés politiques. Voilà, vraiment le parcours de réfugiés politiques, mais du point de vue d'une gamine de 10 ans qui avait été obligée de fuir son pays pour éviter la guerre. Donc on va avoir des nouvelles beaucoup plus dures. Je suis contente parce que ça m'a permis surtout, et c'était ça que je voulais dans ce livre-là, et ça a complètement réussi, ça m'a permis de découvrir des nouvelles plumes d'auteurs que je connaissais ou non. Et donc c'est très très cool, et ça m'a permis aussi des fois de me dire, bon clairement, la plume de cet auteur-là, elle est pas faite pour moi, j'ai pas trop accroché. Donc c'était vraiment très chouette, et je vous encourage à les acheter. Franchement, je pense que je vais les acheter tous les ans maintenant parce qu'ils sont proposés au prix de 6 €. Et déjà vous faites une bonne action parce que ça aide les Restos du Cœur, et ça peut vous permettre justement, comme je vous dis, de découvrir des auteurs que vous connaissez ou non. Et c'est vraiment très très cool, c'est vraiment très très cool. Donc je suis contente qu'on me l'ait offert pour Noël parce que sans ça je l'aurais jamais lu, et vraiment c'est une chouette découverte, je suis bien contente, j'ai passé un bon moment. Et puis comme c'est des nouvelles, vous pouvez les picorer comme ça, vous n'êtes pas obligé forcément de le lire à la suite. Donc vraiment très très belle découverte, et je suis bien contente de l'avoir lu. Dans les auteurs qui étaient justement dans 13 à table, je vous citais Philippe Besson, et c'est drôle parce que le livre que j'ai lu juste avant 13 à table, c'est un livre de Philippe Besson, et ça m'a permis de découvrir l'auteur. Il s'agit de Ceci n'est pas un fait divers, donc écrit par Philippe Besson, mais non, mais si, je vous jure, publié aux éditions Julliard, que je ne connaissais pas. J'ai pas parlé très longtemps dessus puisque je vous l'avais présenté dans mon vlog de vacances, donc je vous mets le lien par ici. Je l'ai lu pendant les vacances, donc je vous en avais parlé il me semble à ce moment-là, donc je vais pas être trop longue sur cet avis lecture. Je vous invite à vous référer à mon vlog lecture, en plus c'était plus frais dans ma tête donc ça sera plus véridique. Je vais vous lire le premier paragraphe du résumé, ça va vous donner tout de suite le ton. On nous dit: cette histoire tient en quelques mots ceux que la cadette, témoin malgré elle, prononce en tremblant à son frère: papa vient de tuer maman. Voilà, ambiance. Donc on va, et comme vous, le résumé vous le laisse comprendre, on va vous parler d'un féminicide, et donc de surtout ce qui se passe de l'après, parce que tout va se passer après. On va être du point de vue du coup du grand frère de cet enfant. Donc ça va être une jeune fille de 12 ou 13 ans qui a assisté au meurtre de sa mère par son père, et qui va appeler son frère justement en lui disant papa vient de tuer maman. Ce frère qui a 19 ans, qui a déjà quitté le cocon familial puisque son père était violent envers sa mère et c'était complètement anxiogène, et il voulait partir, il ne pouvait plus rester du fait en plus que je crois que ce garçon est homosexuel. Donc bref, malheureusement pour lui, il n'était plus accepté par son père et il ne voulait plus rester de toute façon là, et donc il était parti en laissant un petit peu sa petite sœur derrière lui. Bon après en même temps elle est mineure donc elle devait rester avec ses parents, mais du coup voilà, on va suivre du coup tout cet après, tout ce qui se passe après ça, du point de vue de ce frère qui lui savait qu'il se passait des choses dans sa famille, il savait que son père était violent, mais n'était plus là. Donc on va le voir devoir gérer ce qui se passe l'après, que ça soit au niveau de la police, que ça soit au niveau de tout le procès, que ça soit aussi au niveau par rapport à sa sœur qui elle a vu, c'est ce qui s'est passé, était là au moment des faits, et qui doit se reconstruire, qui est complètement paumée. En plus c'est une ado préado, elle est en pleine construction, donc elle est complètement paumée, elle ne sait plus, elle est perdue dans sa vie. On va suivre du coup ces deux enfants qui vont devoir reprendre les liens, qui vont être amenés à devoir vivre avec leur grand-père puisque ils se retrouvent sans parents, le premier étant tué et le deuxième ayant tué le premier, qui est donc en prison. Ça va être toute cette reconstruction, que ça soit
matérielle mais surtout psychologique de ces deux enfants qui va être importante, qui va être mise. C'est dur vraiment comme livre. Il est court pourtant, il est vraiment tout petit, il est extrêmement découpé. Je sais pas si en feuilletant vous allez voir, mais il y a beaucoup de paragraphes, donc c'est beaucoup de courts moments. Et c'est dur à lire, mais c'est bien écrit, la plume est vraiment si belle, mais dur, c'est poignant, c'est touchant. Et l'auteur en profite pour mettre des grosses piques au fait que la police, dans ces cas-là, en cas de plainte d'une femme par rapport à des violences conjugales, va complètement être passive et se dire « Bon, non, elle fabule, c'est bon, il l'a menacée, c'était rien ». Et on va nous montrer comme ça toute la justice qu'il n'y a pas en cas de violence conjugale, en cas de féminicide, où on se dit mais on savait tout ça, on avait des preuves, tout le monde le savait, et pourtant rien n'a été fait. Et donc l'auteur va vraiment tirer sur la police en leur, enfin. C'est vraiment, il prend un parti pris, hein, clairement l'auteur, et un parti pris que je trouve que tout le monde devrait prendre, c'est-à-dire que on le sait que tous les ans, on a les chiffres du nombre de féminicides qui arrivent, qui commencent à compter dès le 1er janvier, on compte nos premiers féminicides par an, c'est pas normal, ce livre le démontre, ce livre est beau, il est poignant, il est touchant, gros trigger warning évidemment sur tout ce qui est violence conjugale, sur tentative de suicide, sur les meurtres, il est dur, vraiment c'est un livre qui est dur, mais que je suis tellement contente d'avoir découverte. Je suis contente de l'avoir découverte, vraiment. Je vous le conseille pas forcément en grand format, il est au prix de 20 €. Il est un peu cher, je suis d'accord. Mais vraiment, il est sorti en poche maintenant. Prenez-le en poche, empruntez-le. Vraiment, lisez-le. Si vous vous sentez capable de pouvoir lire ce genre de sujet, lisez-le. Il est génialissime, j'ai adoré. Et j'ai envie de lire d'autres écrits de l'auteur parce que j'ai adoré sa plume. Mais c'était dur, mais j'ai pas pleuré. Vraiment, c'était là, waouh, j'ai pas pleuré, mais j'avais une boule au ventre, vraiment très très chouette livre que je vous recommande fortement si vous vous sentez capable de le lire. Je vais maintenant vous présenter deux graphiques que j'ai lu, enfin, il y a une saga complète de graphiques et un autre graphique tout seul que j'ai lu. Le premier, il était dans ma palle du mois de février, donc il s'agit de La Marche Brume, écrit et illustré par Stéphane Fer. Donc ici, le premier tome s'appelle Le Souffle des Choses, c'est publié chez Dargaud. Je me l'étais acheté au moment du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse à Montreuil en décembre et j'avais craqué dessus puisque le résumé avait l'air vraiment drôle et que je trouvais les planches magnifiques. Je vais vous montrer un petit peu les planches parce que effectivement, elles sont très très belles. Enfin, personnellement, j'aime beaucoup le style. Au début, j'avais peur que ça ne me plaise pas. Et j'aime beaucoup, les couleurs sont magnifiques, j'aime beaucoup les dessins, c'est très très chouette. Et effectivement, j'ai adoré ce premier tome. Ici, nous sommes dans une sororité de sorcières où nous allons avoir notre jeune fille Tempérance qui va être élevée par ses tantes, c'est comme ça qu'elle les appelle, des sorcières aguerries qui sont là depuis bien plus longtemps qu'elles ne le paraissent physiquement, qui vont vivre reclus du reste du monde, qui vont faire leur petite vie en autarcie, qui se plaisent très bien, qui sont heureuses comme tout. Elles sont en plus tellement, enfin, on les suit pas toutes, mais celles que l'on suit, elles sont tellement adorables, toutes kiki, toutes mimi, vraiment touchante que j'ai beaucoup aimé. Et on va suivre Tempérance qui, elle, est en passe de devenir une sorcière, de ne plus être leur nièce, mais vraiment être leur sœur, de pouvoir être leur égale. Va arriver ce jour où ça sera enfin pour elle le jour où elle pourra être confirmée. Sauf que ces sorcières qui vivent entourées d'un bois vont voir ce jour-là la brume arriver, la brume qu'elles redoutent tant, qu'elles veulent repousser puisque la brume est dangereuse. Dans la brume se cachent des animaux, des espèces qui ne leur veulent pas du bien. Et effectivement, c'est ce qui va arriver. Et on va découvrir que Tempérance, donc notre jeune femme ogresse, enfin on sait pas vraiment ce qu'elle est, c'est un petit peu, ça fait partie un peu du mystère justement, est capable de voir dans la brume et de s'en sortir, de savoir ce qu'il en est. Et donc on va suivre ses sœurs, ses sorcières face à cette brume qui arrive sur elles et qui leur veulent du mal et qui vont partir un petit peu en exploration pour savoir qu'est-ce qui se cache dans cette brume. Donc c'est un tome 1 d'une BD, donc c'est quand même assez introductif, mais j'ai beaucoup apprécié toute cette histoire justement, enfin tout cet esprit de sororité entre ces sorcières que, comme je vous dis, que j'ai adoré. Elles sont toutes tellement sympathiques, il y a des messages forts qui sont apportés aussi, et Tempérance est super mignonne, enfin elle est adorable je trouve. Elle est pas adorable dans le sens oh elle est trop mignonne, elle est pas trop mignonne, en vrai c'est une femme forte, mais je la trouve touchante, genre j'avais envie d'être sa copine. J'avais trop envie d'être sa... Bon là elle a pas l'air forcément très gentille, mais elle est super sympa. Je vous jure qu'elle est trop gentille. Et
vraiment elles sont super kiki, j'ai hâte de lire la suite et ça m'a surtout donné envie de découvrir d'autres ouvrages de l'auteur illustrateur parce que les planches, comme je vous dis, je les ai trouvées magnifiques et j'ai aimé toute cette idée de sororité, tout ça, cet humour aussi, c'est bourré d'humour et en même temps on sent qu'il va y avoir un côté un petit peu dénonciation de peut-être la colonisation, je ne sais pas, à voir ce que le tome 2 va nous proposer, mais en tout cas ça promet du bon et j'ai très hâte de découvrir la suite. La deuxième BD, donc là je vous dis que c'est toute la saga que j'ai lue durant le mois de février, je n'ai que le tome 5, donc le dernier à vous présenter en physique. Il s'agit de Fille unique, du coup, écrit et illustré par Becca et Camille Méhu, publié aux éditions d'Argo aussi. J'ai été contactée cette fois-ci par la maison d'édition pour recevoir cette saga à l'occasion de la sortie de ce tome 5, qui est donc le dernier, comme je vous le disais, qui est paru durant le mois de février, pour savoir si j'étais intéressée pour le recevoir et pour en parler et vous proposer un concours. J'avoue que quand on m'a approché pour cette BD, bah je la connaissais pas. Franchement, Fille unique, j'en avais jamais entendu parler, je l'avais absolument pas vu passer. Donc je me suis dit bon bah attends, avant de répondre, je vais aller voir ce que c'est. J'ai regardé un petit peu ce qu'il en était, je me suis dit ah ouais, ça a l'air sympa, bah écoutez, je prends, je vais demander. On m'a fait parvenir les 4 premiers tomes en scan, en numérique du coup, où je les ai lus sur mon ordinateur, et le tome 5 en physique, ainsi que le tome 1 qui a déjà été remporté en concours que je vous avais fait sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est le moment de venir me suivre quand même, parce que bah vous voyez, c'est par là que les concours se passent, parce que c'est vraiment l'endroit le plus simple pour organiser des concours. Donc si vous ne me suivez pas là par là-bas, c'est dommage, vous passez à côté de petites occasions comme ça qui pourraient être sympas. Et je suis très contente de l'avoir reçu, de l'avoir lu, parce que franchement j'ai adoré. Ici on va suivre du coup 5 jeunes filles, ces 5 filles qui sont assez uniques en leur genre, puisqu'elles elles fréquentent le même lycée, sauf qu'elles sont un petit peu recluses des autres, soit parce qu'elles sont extrêmement violentes, soit parce qu'elles sont trop timides, soit parce qu'elles se font harceler, soit parce qu'elles ne conviennent pas un petit peu aux standards et aux attentes qu'on a d'une jeune fille de cet âge-là. Bref, elles sont toutes un petit peu mises à l'écart, ont pas forcément beaucoup d'amis. C'est un peu compliqué pour elles, et on va avoir une de ces jeunes filles, donc ici, Kélonia, qui va les rassembler et qui va vouloir former le club des mal barrés. Donc elles vont former toutes les 5 un club, et le but du jeu, c'est pas vraiment un jeu, mais ce qu'on va suivre à travers ces tomes, en fait, ça va être un tome par jeune fille où on va connaître leur histoire, pourquoi elles en sont là, pourquoi elles sont recluses comme ça par rapport aux autres enfants de leur âge, et comment elles vont toutes s'entraider pour affronter ce qui les bloque, aller au-delà de ce qui les empêche d'être pleinement heureuses, puisque clairement quand on les voit au début, qu'on les rencontre, elles ne sont pas heureuses, aucune des 5 n'est heureuse, pour des raisons vraiment très différentes, et vraiment, ces 5 tomes vont à chaque fois se centrer sur une des jeunes femmes. C'est comme ça que vous voyez que le tome 5 se nomme Kélonia, puisqu'on va se baser, on va se centrer ici sur Kélonia, la 5e. Donc voilà, chaque tome va avoir le nom d'une des jeunes filles, et c'était vraiment génial. Au début, j'avais peut-être un petit peu de mal avec les planches, et au final, j'ai beaucoup aimé. Je trouvais que ça allait très très bien avec le style. Alors, c'est compliqué parce que ici, j'ai le tome 5, donc je voudrais pas trop vous spoiler. Mais c'est pas forcément le type de dessin de base vers lequel je me serais dirigée. Et effectivement, c'est pour ça aussi que je pense que la BD m'avait pas marqué. Mais je trouve que le dessin convient totalement à l'histoire. Et le fait que chaque tome se centre sur une des jeunes filles, on va avoir des sujets très différents. Et on va quand même toujours avoir ce fond d'histoire où elles vont s'entraider, où on va avoir encore une fois cette histoire de sororité, d'esprit d'équipe, et de les copines qui vont venir tirer vers le haut celle qui en a besoin. Et c'est vraiment très très chouette, c'est un bel esprit en tout cas en règle générale. On va avoir aussi un petit mystère, un petit fil rouge entre tous les tomes que le tome 5 va venir que le tome 5 va venir un peu résoudre, même si je trouve que la fin du tome 5 est un petit peu ouverte, et limite je serais là en mode un 6e tome c'est pas négociable, on peut pas faire un petit truc quand même. En plus, sur les 5 tomes, il y avait, sur les 5 jeunes filles, il y en avait 2 vraiment il y en avait une qui me plaisait particulièrement, Céleste ici, donc c'est celle sur laquelle se base le tome 2, et j'ai beaucoup aimé le tome 2, il était vraiment très très chouette. Les couleurs aussi, il y avait un jeu de couleurs par rapport à son histoire à elle qui était vraiment très très chouette. Son histoire est dure aussi, et le tome sur lequel je m'attendais pas à autant accrocher, parce que c'était pas celle qui m'attirait le plus, c'est l'histoire ici d'Apolline, notre grande jeune fille métisse. Son histoire est vraiment très touchante, j'ai pas versé ma petite larme, mais j'ai été très très émue, et vraiment c'est une saga de BD que je n'avais absolument pas vu passer, que je trouve qu'elle n'a pas eu la visibilité qu'elle méritait, parce qu'elle était vraiment très très chouette. Vous allez rigoler, il y a des moments, il y a des personnages très drôles, il y en a d'autres qui sont vraiment touchants, vous avez juste envie de tout le temps prendre dans vos bras, et à qui vous avez envie de faire un câlin. Enfin vraiment, il y a des trucs très drôles, mais parallèlement à ce côté très drôle dont je vous parle, il y a aussi des sujets très durs qui sont amenés. On va vous parler de harcèlement scolaire, on va vous parler de tentatives de suicide, on va vous parler de violence, on va vous parler, il va y avoir vraiment
des sujets un peu durs, mais je ne sais pas s'ils sont indiqués. J'ai pas fait gaffe quand j'ai lisé en numérique et j'ai pas fait gaffe sur le tome 5 si on a... non, on n'a pas de trigger warning. Si vous êtes intéressé pour les découvrir, mais vous savez que vous avez certains trigger warnings, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour savoir si pour vous c'est safe ou pas, parce que ça peut ne pas l'être et dans ce cas-là je vous encourage pas à lire des livres qui peuvent vous faire du mal, c'est pas du tout l'esprit de la lecture. Mais en tout cas j'ai adoré cette saga de BD et pareil si vous avez l'occasion de vous la procurer ou de l'emprunter, n'hésitez pas parce qu'elle est vraiment très chouette. C'est des BD très courtes, hein, elles font 50-60 pages chacune, donc ça va se lire très vite mais vraiment un très bon moment et je suis contente de l'avoir reçu et merci beaucoup à la maison d'édition de me l'avoir fait parvenir. C'était vraiment très chouette et c'est dans ces cas-là que je suis vraiment très contente d'avoir ces opportunités-là parce que ça me permet des découvertes que je sais que je n'aurais jamais faites sans ça. Donc merci beaucoup, ça fait vraiment très plaisir. On va revenir au roman puisque je vais vous parler de la lecture commune qui était celle du mois de février sur le Discord avec le premier tome des Royaumes Immobiles. Donc ici, La Princesse sans visage, écrit par Ariel Holz et publié aux éditions Slalom. C'était donc, comme je vous disais, la lecture commune que je vous proposais pour le mois de février sur le Discord. C'est vous qui aviez voté pour ce livre-là, donc on était plusieurs à avoir participé et franchement... j'ai été agréablement surprise. C'est le livre qui m'a permis déjà de découvrir La Plume d'Ariel Holz parce que j'ai quand même pas mal de ces bouquins dans ma palle. Je sais pas si vous les voyez ici. Si vous les voyez, ils sont ici. J'en ai pas mal dans ma palle et finalement j'en avais pas encore lu un seul. Donc ça m'a permis de découvrir sa plume. Et là où je m'attendais à ce que ça soit young adulte, jeunesse, un peu trop mignon, c'était vachement plus s'approfondit, ça allait vachement plus loin que ce que je pensais. Donc j'étais agréablement surprise parce que je me suis dit que tout de suite tout prenait plus d'ampleur et tu te dis en fait finalement je sais pas vraiment ce qui peut advenir. Là où un jeunesse tu te doutes en général que les gentils vont y arriver, que les méchants vont pas y arriver, que va y avoir certaines péripéties certes, mais que grosso merdo à la fin quand même tout va bien se goupiller. Là il y avait des moments où j'étais là. Ah ouais, ça se passe pas bien du tout là. Là, même pour les gentils, ça se passe pas bien du tout. Je vais pas essayer de vous faire un résumé parce que j'ai peur de spoiler. Donc je vais vous lire la 4e de couverture, ça sera plus simple. J'ai pas l'habitude de trop vous faire ça. Mais je pense que là c'est mieux parce que j'ai vraiment peur de vous gâcher votre plaisir de découverte et ça serait dommage. On nous dit donc ici. Dans les royaumes immobiles, l'existence est contrôlée par 4 monarques. Sans eux, la réalité serait réduite à un flot d'énergie magique et chaotique. Or, le trône d'automne, vacant depuis trop longtemps, menace cet équilibre. Il faut lancer un nouveau sacre. 7 jeunes femmes peuvent y prétendre. La compétition sera sans pitié. Ivy est candidate malgré elle. À 18 ans, elle a passé toute sa vie cachée derrière les murs de son manoir et les parois de son masque. Elle est une belle à mourir. Quiconque voit son visage est pris de folie meurtrière ou suicidaire. Propulsée dans le monde des Cides, la noblesse des fées au cœur des manigances qui la dépassent, elle va devoir puiser dans ses ressources pour survivre. Un chemin qui la mènera bien plus loin qu'elle ne l'aurait imaginé. Donc voilà, je trouve qu'on est pas mal au niveau du résumé, ça vous laisse déjà entrevoir un petit peu l'univers. On est effectivement dans un univers de fées, donc de phase, de F-E-Y-S, de phase. Donc ça ressemble plus à des failles, hein, honnêtement. Où du coup on va avoir notre jeune Ivy qui a 18 ans, elle a reclus toute sa vie et surtout ça fait 9 ans qu'elle vit toute seule. Toutes les personnes qui vivaient autour d'elle ont disparu, ils l'ont laissée complètement toute seule, donc elle est complètement paumée et elle va se retrouver malgré elle embrigadée comme ça pour concourir pour devenir la prochaine reine, si je crois qu'on dit reine, du trône d'automne. Donc ça fait 9 ans qu'elle est toute seule, qu'elle est perdue. Et là, tout d'un coup, pouf, c'est un peu, démerde-toi pour survivre. Parce que c'est clairement ça. C'est une course à la survie, plus qu'autre chose. Et Ivy va prendre en confiance. Ivy, au début, est très naïve. Je sais que c'est quelque chose qui était pas mal revenu dans vos retours. Et je suis assez d'accord avec vous. Au début, Ivy, elle est assez naïve. Elle est un peu paumée dans sa life, quoi, concrètement. Mais pas paumée en mode... bonjour, c'est ici pour le petit-déj. C'est un petit peu ça l'idée. Sauf que, personnellement, je suis d'accord, mais en même temps, ça m'a pas gênée parce que je trouve que ça avait du sens et que ça se comprenait par le fait que, ça fait 9 ans qu'elle vit toute seule, bichette, donc elle sait même plus ce qui se passe, elle n'a pas les codes de la société, elle s'est construite toute seule. Vous imaginez, de 9 ans à 18 ans, elle était toute seule. Comment tu veux y arriver? Et même si t'as une base, il y a un moment, t'as une base d'il y a 9 ans. Donc c'est dur. Et, elle va prendre en confiance en elle, l'univers va vraiment s'étoffer, on va apprendre plein de choses. La fin, j'étais là, ah ouais, mais non. Donc j'ai très hâte de lire le tome 2 parce que c'est une duologie, les 2 tomes sont sortis
Et comme ça, en plus, ça me permettra de terminer une saga. Et ça ne mange pas de pain. Mais vraiment, c'était très très chouette. Et comme je vous dis, c'était beaucoup plus approfondi, beaucoup moins jeunesse que ce à quoi je m'attendais. Donc vraiment très très chouette. J'ai été agréablement surprise. Je l'ai autant écouté que lu, celui-ci, je dirais. Et j'ai été surtout très contente puisque la narratrice qui s'occupe de lire le livre sur Audible, eh bien c'est la même que celle d'Alunia. Et comme je vous ai dit, Alunia, j'ai adoré la narratrice. Donc là, quand je me suis rendu compte que c'était la même, j'étais là... Oh, trop bien! Je me disais aussi que j'aimais bien. Vraiment, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Et c'est au bout d'un moment, je me suis dit, mais vraiment, je la trouve super, la narratrice, c'est qui? Et quand j'ai vu que c'était celle qui faisait Alunia, je fais, c'est pour ça. Bah oui, tout a du sens en fait, tout a du sens. Donc je suis d'accord avec moi-même. Je la trouve vraiment géniale, madame. Donc vraiment, je vous conseille aussi, si vous voulez, pour le découvrir en audio, sachant que il est dans l'abonnement Audible. Donc si vous avez un compte Audible, vous pouvez l'écouter de toute façon totalement gratuitement. Ça vous coûtera pas de crédit audio, donc allez-y, let's go. Je ne sais pas si le tome 2, je crois pas que le tome 2 soit compris dans l'abonnement, mais en tout cas vous pouvez découvrir le premier tome de la duologie, donc c'est déjà 1 sur 2, c'est pas mal du tout. Et c'était vraiment très très chouette, donc si vous avez envie d'une petite saga comme ça, young adulte, on peut y aller. Moi je suis contente en plus parce que j'avais peur qu'il y ait quand même une romance bien... On aime beaucoup les romantéciens en ce moment, et là, il y a un petit soupçon, on va dire, mais ça s'arrête vraiment là. Et j'étais contente parce que on se focalisait vraiment sur l'histoire. Et c'est ça qu'on veut. Ça, c'était bien. Ça, oui. Ça, d'accord. Ça, d'accord. Ça, tous les jours. Du coup, c'était vraiment cool. Et j'ai hâte de connaître la suite et le fin mot de cette histoire. Mais il me semble avoir vu que les avis sur le tome 2 étaient un petit peu moins... Alors, un peu plus mitigés, je vais dire, que sur le tome 1, où les avis du tome 1 étaient en règle générale assez positifs. Et ça s'est confirmé avec mon propre avis déjà. Et avec les vôtres, surtout pour ceux qui ont participé à la lecture commune. Mais j'ai l'impression que les avis du tome 2, donc pour ceux qui l'ont lu au moment de sa sortie, étaient un peu plus mitigés. Donc j'ai un peu peur, mais en même temps j'ai hâte de me faire mon avis tout de même. Donc je pense que le tome 2, vous allez le voir passer par ici d'ici pas trop peu de temps. Ça ne veut rien dire. D'ici pas longtemps. Ça, je te jure, ça arrive, ok? En tout cas, voilà, c'était vraiment très très chouette. Et si vous l'avez dans votre palle, let's go le sortir parce que c'était vraiment cool. Le suivant, c'est un livre sur lequel, pareil, je ne vais pas trop m'étaler puisque c'est le livre de la Fairyloot du mois. Donc, il n'est pas sorti en français. Donc, ça sert à rien que je vous parle en long, en large et en travers d'un livre qui n'est pas disponible encore en français. En tout cas, il s'agissait ce mois-ci de What the River Knows, écrit par Isabelle Ibanez dans cette sublime édition Fairyloot. Il est vraiment très très beau. Poum poum poum, le jaspage. Et comme vous le comprenez effectivement au jaspage et à la couverture, ici, l'intrigue va se passer en Égypte. On va suivre Inès, je crois qu'elle s'appelle. J'ai déjà mangé son nom. Comment tu l'appelles, madame? Inès. Inès avec un Z. On va suivre Inès, qui est une jeune femme qui est argentine et qui vit... qui est argentine, qui vit en Argentine, où elle est élevée par sa tante, puisque ses deux parents sont des explorateurs et sont partis en Égypte depuis fort longtemps, et ça fait très longtemps qu'elle ne les a pas revus, et elle attend à chaque fois avec grande impatience les lettres qu'elle reçoit de leur part. Sauf que l'histoire commence où Inès reçoit une lettre, non pas de la part de ses parents, mais qui provient pourtant bel et bien d'Égypte, lui annonçant que ses parents ont disparu dans le désert et sont très certainement décédés. Donc là, Inès, ni une ni deux, elle se dit, écoutez, c'est comme ça. Bon, déjà, elle pleure au début, hein, on va pas se mentir, c'est un peu triste quand même. Et ensuite, elle se dit, ah ouais, écoutez, ni une ni deux, mes clics, mes claques, et je pars en Égypte. Elle part du coup, elle quitte l'Argentine pour se rendre en Égypte. Et là, elle va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ses parents sont décédés. Pourtant, c'était des explorateurs aguerris, qui connaissaient, qui savaient ce qu'ils faisaient. Et elle apprend qu'en fait, ses parents étaient à la recherche du sarcophage de Cléopâtre. Ce sarcophage qui fait un petit peu rêver les explorateurs. Elle va donc se rapprocher de son oncle qui justement travaillait avec ses parents pour en apprendre un peu plus, sauf qu'elle va faire des rencontres d'autres personnes qui gravitent autour de justement toute cette quête du dernier sarcophage de Cléopâtre et se retrouver mêlée un petit peu à une histoire où on va voir le musée des artefacts et des antiquités comme ça qui va aussi pas mal se mêler à l'histoire, et Inès malgré elle va se retrouver un peu au milieu d'un sacré petit bordel, si je peux me permettre. Donc voilà, j'ai pas envie de vous en dire beaucoup plus puisque après ça serait spoilé. De mon côté, j'ai bien aimé ce roman. Je sais que ceux qui ont participé à la lecture commune Fairyloot organisée par le Discord Retelling ont pas été fans de cette lecture. Moi j'ai bien aimé. Alors que pourtant d'habitude je fais partie de plutôt du côté scrogneux, j'ai pas aimé. Là j'ai bien aimé. Déjà la mini Marie qui il y a 20 ans était fan d'Égypte et voulait devenir égyptologue, était archi satisfaite parce que on va rechercher le sarcophage de Cléopâtre, donc c'est quand même trop cool, même si c'est pas la majorité de l'histoire, il y a quand même ce fond là qui existe, donc moi j'étais trop contente. On va avoir une petite romance, on va avoir une romance qui va s'installer, que j'ai bien aimée, je trouve, parce que
Elle a du sens, c'est pas la meilleure romance jamais écrite, c'est pas les personnages les plus touchants, mais j'aimais bien cette petite romance et sur la fin, bah j'étais là un peu en mode oh non, donc pour la romance, donc vraiment mon petit cœur a fait un petit boum boum, j'avoue tout, il y a eu un petit boum boum de cœur quand même à un moment et il se passe des choses aussi, il y a pas mal de retournements de situation, bien que il y ait quelques révélations. Quand elles sont arrivées, je me suis dit en vrai je m'en doutais, en vrai je l'avais vu venir. Il y en a d'autres, je me suis dit ah ouais, elle a fait ça, l'autrice? Ok, mais du coup, qu'est-ce que ça implique? Et bah, le tome 2 va nous le dire. Voilà, puisque c'est un tome 1, le tome 2, pour l'instant, n'est pas sorti en VO, et je sais pas, je suis plus sûre qu'on ait une date annoncée pour la sortie du tome 2 en VO, donc je saurais pas vous dire, je ne sais pas s'il y a une date prévue pour une sortie VF. J'essaierai de vous le dire si j'arrive à choper l'information, mais rien n'est moins sûr. Mais en tout cas, personnellement, je l'ai trouvé très très chouette, et bah, j'ai bien hâte de savoir la suite et de savoir ce qui découle de ce que le tome 1 ouvre, en tout cas, comme question pour la suite. En tout cas, ouais. C'était très chouette, je suis contente, je suis satisfaite, c'était un bon fairy loot et bah let's go, on continue sur cette lancée. Et quand je vous dis qu'on continue sur cette lancée, je vais terminer par vous présenter ma dernière lecture du coup de ce mois de février, qui était aussi du coup ma dernière lecture même vraiment que j'ai fait durant le mois, puisque je l'ai bien terminé le 1er mars. Mais comme je l'ai terminé le 1er mars avant midi, je la compte dans les lectures de février, sachant qu'en plus le mois de février c'est un petit mois, on nous grappille quand même 1 ou 2 jours. On va dire que le 1er mars avant midi, ça compte comme fin février, d'accord? Enfin, même si vous n'êtes pas d'accord, c'est comme ça que je l'ai compté, je fais tout qu'est-ce que je veux. Et ouais. Et je suis tellement contente, j'ai terminé le mois avec la meilleure lecture du mois. J'ai lu le tome 2 de Persona de Yelena. Ah donc, après ce petit cri, et encore je me suis retenue parce qu'il y a Uta qui est en train de dormir juste à côté. Mais c'est pas la volonté qui manque de crier, ok? Donc c'est un livre qui est publié chez Hachette Roman, je l'ai reçu en service de presse, merci beaucoup à la maison d'édition, parce que putain, qu'est-ce que c'était bien! C'était trop bien! Je vous ai parlé du tome 1 que j'ai lu durant le mois de décembre. Je crois que c'était décembre, en tout cas je vous mettrai le lien par ici vers l'avis lecture du mois durant lequel je l'ai lu. J'avais adoré le tome 1, déjà je vous en avais parlé en disant que c'était un coup de cœur. Mais le tome 2 est encore meilleur. Vraiment, le tome 1 était déjà un coup de cœur. J'avais déjà... Vraiment... c'était déjà vraiment méga super trop bien. D'accord? Le tome 2, j'étais en mode... Mais elle peut faire mieux. Tu peux être encore meilleur que ton petit frère. D'accord, ok. Vraiment, tout était génial. Déjà, tu commences le tome 2 et tu te dis... Oh, ça fait plaisir de les retrouver. Quand déjà, ça commence comme ça, tu te dis... Ah ouais, c'est déjà bien parti. Vraiment, j'ai ouvert le tome 2, j'ai lu... 2 chapitres, donc pas grand chose, et j'étais là, oh ça fait trop plaisir de retrouver les personnages, de retrouver l'univers, oh même s'il se passe pas des choses, enfin le début est pas heureux quoi en vrai, hein. Le tome 1 c'était pas terminé sur un super truc, le tome 1 c'était pas terminé sur un super truc, le tome 2 commence pas sur un super truc, c'est pas la grosse foire à la saucisse dans le tome 2 quoi au début, et pourtant j'étais là, oh je suis contente de les retrouver, je suis contente de recommencer cette saga, enfin de continuer cette saga, oh. Bref j'ai été cassée dès le début, vraiment. Je vais pas vous pitcher l'histoire du tome 2, vraiment je vous invite à aller voir mon avis lecture du tome 1 pour vous faire un avis. Je vais juste vous montrer, vous expliquer mon point de vue, mais c'était vraiment génialissime. On a toujours cette représentation qui était quelque chose déjà que j'avais noté, que je vous avais fait remarquer sur le tome 1. On a cette représentation avec une diversité dans les personnages, une diversité que ça soit physique, que ça soit mental, que ça soit d'âge. On a une diversité en tout point de vue, d'horizon, de tout. La diversité, c'est le maître mot au niveau des personnages. L'univers, je vais poser mon livre parce que je vais vous faire, attention, jeu de mille. Si je vous l'avais fait sur Twitch, et alors, attention, on remonte les manches. On va dire que le tome 1, l'action se passe du coup dans une cité. Je crois que le tome 1, on comprend que ça se passe dans une cité. Donc l'action du tome 1 se passe dans une cité, ok? Il se passe des événements dans cette cité, toute l'histoire du tome 1 se passe dans cette cité. On comprend que y a un monde tout autour de cette cité, on vous cite des exemples, on rencontre des personnages qui viennent de l'extérieur, tout ça. Donc on sait qu'il y a tout un monde autour de cette cité, mais tout se passe là-dedans, d'accord? Très bien. La fin du tome 1 se termine de « Ah, les personnages doivent quitter cette cité parce que ça pue la merde. » Ok, les personnages quittent la cité. Et là, donc le tome 2 commence par « On est en voyage pour aller vers où l'action du tome 2 se passera. » D'accord? Donc on a la cité du tome 1. La citadelle du tome 2, c'est le sous-titre du tome 2. Donc je vous spoil pas en vous disant que c'est dans une citadelle. La cité du tome 1, la citadelle du tome 2. Et donc on suit juste ce voyage-là. Toute l'action du tome 2 va se passer dans cette citadelle. Et tu sais toujours pas tout ce qu'il y a autour. Donc tu te dis...
l'univers est trop dense, c'est trop bien, il se passe plein de trucs parce qu'on va te faire des références à plein de choses dans le reste du monde, mais en même temps tu vas encore être sur cette citadelle. Donc déjà, vous savez que moi j'adore les huis clos, donc on me dit, avant on était dans un huis clos dans une cité, mais là on est dans un huis clos dans une citadelle. Je me dis, oh, il y a même un plafond maintenant. Oh, vous me rajoutez un plafond, je suis trop heureuse, j'ai un problème je crois. Mais vraiment, donc déjà huis clos, j'étais là, ah, il se passe plein de trucs, mais en même temps on me fait référence à des choses à l'extérieur où tu me dis, il se passe des trucs, et moi je suis là, mais je peux pas sortir, parce que l'action elle est là, et j'aime beaucoup cette frustration que ça me crée. Ah, j'aime bien ça. Nos personnages sont malmenés, en plus dans cette tome, t'es là en mode, ah, arrête, vraiment Yelena, arrête, tu arrêtes de faire du mal aux gens, méchante. T'arrêtes de faire du mal aux gens parce que nous on les aime, on s'y attache, et quand tu crois qu'il va y avoir une petite once de bonheur pour certains personnages, l'autrice elle est là en mode non, et toi t'es là je voulais y croire. Vraiment, c'était trop bien, j'ai tellement hâte de lire le tome 3. Comme la fin du tome 1, ici la fin du tome 2 n'est pas sur un méga cliffhanger où tu te dis punaise comment j'attends la suite, ça va, en fait c'est comme vraiment comme le tome 1 où je vous dis le tome 1 ça se termine par faut qu'on parte, le tome 2 ça se finit par faut qu'on parte. Voilà. Donc, je me doute qu'on va encore découvrir un nouvel endroit dans le tome 3. Et on sait où on va. Comment j'ai hâte. Comment j'ai hâte d'y aller. Parce qu'on nous en parle depuis le tome 1 de cet endroit. Et j'ai trop envie d'y aller là. Vraiment, c'était trop bien. C'était génialissime. J'ai aimé l'histoire. Elle prend toute une autre ampleur encore. On nous parle de certaines choses dans le tome 1. Ici, on garde ce qu'on nous a déjà appris dans le tome 1. On développe encore, on nous apporte un autre point de vue. C'est une grosse critique, je vous le dis de suite, c'est une grosse critique de la religion, de tout ce que peut amener la religion, du fanatisme religieux en fait, et de tous les vices en fait qui peuvent se cacher sous une croyance qui se veut bienveillante, vraiment. Et c'est bien écrit, c'est bien écrit. Encore petit plus, je sais plus si je vous l'avais dit dans le tome 1, je l'avais noté et je l'avais peut-être oublié, mais je m'en souviens. Dans le tome 1, il y avait une référence à une phrase qui est dite dans le film Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, où à un moment on a les personnages qui découvrent un château, je sais plus quoi, enfin découvrent un habitat, et il y a un moment, c'est une pièce avec plein de statues, c'est une sorte d'allée. Et on a un personnage qui nous fait « Ah, on va l'appeler, je vais l'appeler l'allée avec plein de statues. » Ça, c'est une phrase dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Et dans celui-ci, je sais plus le contexte, par contre, de celui-ci, on nous décrit quelque chose, un endroit où il y a ceci, il y a cela. Et tout d'un coup, on a un personnage qui nous fait « Et là, un petit géranium. » Si vous connaissez Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, vous savez aussi que ce fameux « Et là, un petit géranium », c'est aussi une référence au film. Donc c'est là que je me suis dit, elle est belle ma France. Cette autrice a des très belles références, j'aime beaucoup. Vraiment, je vous le conseille. Vraiment, si je n'ai qu'une chose à vous dire, si vous n'êtes pas déjà convaincu, lisez Persona. Vraiment, je suis limite à vous menacer, d'accord? Mais lisez Persona. Persona, c'est fabuleux, c'est génialissime, c'est des personnages fabuleux, c'est une intrigue très bien construite, c'est un univers dense mais pas, c'est un univers vraiment, un grand univers bien construit, qui ne nous perd pas, qui est grand, qui est dense, mais qui n'est jamais confusant. C'est génialissime, lisez Persona. Voilà, si je dois finir cet avis lecture sur une phrase, lisez Persona. C'en est donc tout pour cet avis lecture du mois de février, et je me rends compte que j'en suis à 56 minutes de tournage, et je vous avais dit non, je vais essayer de faire moins qu'1 heure. Oh, oh. Techniquement je suis à moins d'1 heure, ok, et j'ai pas encore fait toutes les coupes, donc je serai à moins d'1 heure, mais pas très loin. Pas très loin finalement. J'espère en tout cas que les avis que je vous ai faits sur les livres que je vous ai présentés peuvent vous avoir aiguillé sur savoir si oui ou non tel ou tel livre vous tente. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés, ce que vous en avez pensé, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, pas d'accord avec moi, est-ce que je vous ai donné envie d'en découvrir certains, dites-moi tout ça en commentaire. Et si vous avez envie de commenter mais que vous ne savez pas quoi mettre, je vous encourage à mettre l'emoji de masque, puisque c'est quelque chose qui est important dans l'univers de Persona, les masques. Donc mettez-moi l'emoji de masque. Je vous attends en commentaire pour me dire tout ça. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, et si vous êtes vraiment sympa, à partager la vidéo, ça aiderait énormément. Donc merci beaucoup à tous pour votre soutien à chaque fois. En attendant une prochaine vidéo, vous pouvez me retrouver de façon quasi quotidienne, que ce soit sur Twitch, Instagram ou Discord, dont les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à nous y rejoindre pour discuter, ça sera avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous de très belles lectures et à une toute prochaine. Bye bye.